La fin des hommes est le titre d'un essai d'Anna Rosing qui date de 2013, dans lequel elle explique que les hommes ont perdu leur place traditionnelle dans nos sociétés occidentales. Ils sont devenus du superflu, de l'accessoire, dans un monde où les femmes ont su se réinventer, partir à la conquête de nouveaux territoires, comme le travail ou la politique, et où l'homme reste incapable de se remettre en question. Elle dit avoir vu des banlieues entières, en Alabama, dans le Nevada, en Floride, se transformer en de véritables matriarcats, régentés par des mères de famille qui décident de tout, de l'éducation des enfants jusqu'à l'achat de la voiture. Alors, que reste-t-il aux hommes, demande-t-elle ? Les miettes. Cette idée de n'avoir que des miettes est celle sous-jacente dans toute cette rhétorique de crise de la masculinité que l'on entend de plus en plus aujourd'hui. Cette rhétorique tend à présenter l'homme moderne comme un homme aux crises, avec ce constat qu'avant, les hommes étaient de vrais hommes, mais que maintenant, ce n'est plus le cas. Ce récit d'une crise du masculin est l'objet tant de fantasmes psychanalytiques que de débats médiatiques ou même universitaires, au point que c'est un thème devenu une sorte de lieu commun pour la psychanalyste Marie Hazan. En général, le constat d'une telle crise est posé à partir de données sociologiques présentées comme irréfutables. L'échec scolaire des garçons, les conduites à risque des jeunes hommes, la surdélinquance masculine ou encore le suicide des hommes. Parfois, ce sont les féministes qui sont rendus responsables de cette situation, coupables de féminiser la société, de diluer le masculin dans le neutre, ou pire, dans le féminin, et d'affaiblir les hommes. Mais alors, qu'en est-il ? Si on veut penser le masculin aujourd'hui, interroger la masculinité et définir ce qu'est un homme, il convient d'abord de dire que oui, il a changé. Car depuis la seconde moitié du XXe siècle, des transformations importantes ont marqué les rapports entre les hommes et les femmes. Les représentations sociales de la virilité et les comportements correspondants ont été attaqués par le féminisme militant, arguant de la décrépitude des modèles et des valeurs qui ont fondé historiquement le pouvoir masculin. La reconnaissance des LGBT, la diversification des figures masculines, les travaux autour de la théorie du genre, sur la transidentité, ainsi que le brouillage des identités féminines et masculines ont achevé d'enterrer le contenu des représentations classiques de la virilité. Aujourd'hui, après un demi-siècle d'évolution sociétale et juridique, il y a eu un bouleversement dans la définition des identités de sexe et ce discours de malaise dans la part masculine de la civilisation n'est donc pas forcément étonnant. L'ancienne figure du mâle, puissant, dominant, a été vidée de sa substance. La masculinité et la virilité ont bel et bien changé, ont été décodées, dénoncées, dénaturalisées. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi certains de leur ancrage biologique. D'après la science, c'est très simple. Le sexe chromosomique XY agit sur les gonades qui sécrètent la testostérone, laquelle commande le développement de l'appareil génital et les caractères sexuels secondaires du mâle, tout en agissant sur les cerveaux, et ce, avant même la naissance. On pourrait alors dire, selon l'approche biologiste, que le comportement est un caractère sexuel comme un autre, que de tout temps, les hommes ont été agressifs, musclés, ne pleurant jamais, pour ne citer que quelques stéréotypes, et la virilité serait donc naturelle, transhistorique, immémoriale. Mais cependant, l'expérience historique le démantèle. Si les hommes étaient entièrement déterminés par la nature, ils devraient être les mêmes, partout et tout le temps, et ce qui n'est évidemment pas le cas. Et il suffit de voir que dans l'histoire, la virilité n'a cessé de changer, et par exemple, voir Ulysse pleurer au début de l'Odyssée peut en montrer un bon exemple. Et Françoise Héritier parle en cela de valence différentielle des sexes, montrant que chaque culture fait des phrases avec l'alphabet symbolique qu'est la différence originaire des sexes et produit ainsi sa propre version du couple masculin-féminin. Les valeurs et contenus donnés à cette différence sont donc culturellement variables et partout, la valeur du sexe masculin est supérieure. Et elle dit donc que cette différence, elle est peut-être naturelle, mais elle est surtout artificielle et politique. Et on peut également, pour argumenter cette réflexion, penser à Michel Foucault, pour qui la vérité n'est pas un concept universel, transhistorique, désignant un rapport d'adéquation entre un discours et la réalité. Et la vérité du sexe, ou de la définition de la catégorie d'homme, peut être interrogée dans le même esprit, comme une véridiction, présentée comme vraie à un moment donné, et qui est aujourd'hui remise en question, et qui peut être remise en question par une autre formation discursive. Alors penser le genre comme le fruit d'une construction historique et culturelle, plus précisément d'une culture hétérosexuelle dominante, nous met aujourd'hui face à ces questions. Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce que la masculinité aujourd'hui ? Comment la définir
en évitant les écueils d'une position naturalisante, et comment penser le masculin par le prisme de ce discours de crise. Pour interroger l'état actuel de la masculinité, on peut d'abord s'intéresser à cette déconstruction de la masculinité et de la virilité, et d'abord se pencher sur les manières dont la masculinité a été pensée et définie. Connell, dans son ouvrage Masculinities, distingue 4 stratégies de définition de la masculinité. La première est une stratégie essentialiste qui cherche l'essence du masculin par une description de leurs caractéristiques, le goût du risque, l'agressivité, et qui est représentée donc dans tous les mouvements sociobiologistes naturalisants et souvent masculinistes. La seconde définition de la masculinité est celle des sciences sociales positivistes. La masculinité, c'est ce que les hommes sont. La troisième est une définition normative. La masculinité, c'est ce que les hommes doivent incarner. Et la quatrième se retrouve dans les approches sémiotiques, où la masculinité est présentée comme en opposition à la féminité. On pourrait en citer une cinquième, celle que Connell amorce avec son ouvrage, celle de penser les masculinités. Puisque l'homme a déjà été mis en question avec les gender studies, qui ont montré que la distinction des genres prend faussement l'allure de quelque chose de naturel, alors qu'elle est le fruit d'une construction sociale et historique. Ces études ont permis la dénaturalisation de la masculinité. Tous les comportements de l'homme ne résident pas dans sa possession d'un chromosome Y dont est dépourvue la femme. Et les mouvements féministes qui ont suivi MeToo ont rendu d'autant plus prégnant ce trouble dans le masculin, pour reprendre les mots de Judith Butler, puisqu'ils ne sont pas vraiment attachés à défendre les droits des femmes, mais se sont directement intéressés aux comportements masculins et ont visé à les réformer. Et donc cette redéfinition de la masculinité, on peut l'amorcer par une distinction entre la virilité et la masculinité, puisqu'il ne faudrait pas essentialiser la virilité au risque de la confondre avec la masculinité. Pour reprendre la distinction de la sociologue Aude Rivol, on peut définir la masculinité comme un potentiel dynamique qui ouvre la possibilité de penser les masculinités et la virilité comme non dynamique, comme une construction fixe, un idéal normatif qui limite le potentiel de diversité des masculinités. La virilité s'apparente à une image figée, contrairement aux masculinités dont la construction est mouvante. Dissocier les deux concepts reviendrait ainsi à penser la masculinité comme évolutive et plurielle, et interroger le lien entre la masculinité et la virilité permet d'imaginer que le masculin peut ne pas être lié à une forme de domination fondée sur cette illusion de naturalité, et le masculin ne serait donc plus une identité, mais le produit d'un rapport de pouvoir. Et justement, tous ces travaux sur la masculinité montrent que cette équivalence, masculinité et virilité, elle est instrumentalisée par des postures masculines qui mettent en avant la virilité comme norme sociale de la masculinité et désirent restaurer cette virilité à la fois pour lutter contre le malaise masculin contemporain, mais également parce que celle-ci constituerait un réel bienfait pour la société. Et en cela, la virilité, elle est un piège pour les deux sexes, pour la philosophe Olivia Gazalet, car elle contribue à restreindre le genre à la binarité et à l'essentialiser, à établir et maintenir la domination des hommes sur les femmes, mais également d'une part restreinte des hommes sur les autres hommes. Et l'ouvrage « L'histoire de la virilité » d'Alain Corbin montre justement par une approche historique que la masculinité et la virilité n'ont pas toujours été confondues et que l'histoire de la virilité ne se confond pas avec celle de la masculinité. Et si le masculin en est venu à supplanter le viril, on peut y percevoir un changement dans l'empire du mal, avec un E. Plus encore, on pourrait ne pas associer la virilité à un sexe particulier, en faire une énergie subversive, une dynamique, une rébellion pour s'affirmer dans l'existence, en repoussant l'oppression de la norme. Et donc, de cette distinction, on peut penser non pas la masculinité, mais les masculinités, ce à quoi se sont attachés les Masculinity Studies, qui ont permis de penser l'homme au pluriel. Et on peut reciter du coup cet ouvrage de Connell, Masculinities, dans lequel elle s'intéresse non pas à un rôle masculin historiquement construit et qui fait de l'homme celui qui ramène l'argent et qui est peu impliqué avec les enfants par exemple, mais elle s'intéresse à l'expression des masculinités en actes. Son refus d'homogénéisation de la masculinité l'amène à considérer différentes masculinités, coexistantes, et à en dresser une typologie. D'abord la masculinité hégémonique, la solution socialement acceptée au problème de la légitimité du patriarcat, qui garantit la position dominante des hommes et la subordination des femmes. Ensuite la masculinité complice, composée d'individus qui relaient les valeurs de la domination sans y avoir un intérêt direct. Puis la masculinité subordonnée,
qui regroupe les individus considérés comme inférieurs en termes de masculinité, comme par exemple les hommes efféminés, puis la masculinité marginalisée, c'est-à-dire ce groupe d'individus asservis à la domination hégémonique ou socialement privés de ce pouvoir de domination, et on peut par exemple citer les personnes en situation de handicap, les pauvres, etc. La masculinité recouvre donc des réalités diverses, certains hommes étant plus dominants que d'autres, et cette hétérogénéité des figures de la masculinité impose de déconstruire le concept de la domination masculine, et donc penser ces masculinités plurielles. Et poser la masculinité non plus comme un objet, mais comme le résultat de processus, de rapports et de relations qui construisent le genre. Elles permettent de penser la masculinité dans sa dimension dynamique et relationnelle, en lien avec la classe sociale, l'appartenance ethnique, mais surtout en lien avec le genre féminin. Et la masculinité ne saurait donc se réduire au biologique, non plus que la virilité au masculin, et ne pas en prendre conscience tend à faire oublier que d'autres identités masculines existent. Et de cette pluralité d'identités possibles émerge une figure, celle de l'homme déconstruit, qui sanctifierait l'avènement de cet homme nouveau, libéré des normes de genre. Dès lors, après avoir établi cette distinction, il convient de revenir sur cette idée de crise du masculin, qui est mobilisée par des perspectives visant une déconstruction des normes viriles, notamment. Et on peut voir cette idée de crise dans un sens positif, peut-être réjouissant et même bénéfique, car permettant une dissolution de l'idéal viril. La crise qui traverse le masculin le dégagerait de tout stéréotype de genre et aboutirait à une masculinité plus libre. Cette idée est celle que défend la philosophe Olivia Gazalet, qui voit dans ce trouble qui traverse le masculin une opportunité de déplacement normatif disposant d'un potentiel libérateur qui est important. Mais c'est la notion de crise sur laquelle il faut se pencher. Elle est mobilisée certes tant dans des perspectives de déconstruction des normes que dans des discours visant à les défendre, et on entend des intellectuels progressistes, comme le sociologue Alain Touraine, qui parlait en 2005 de la France comme une société de femmes, et même des féministes, comme Denise Bombardier, qui défendaient cette rhétorique de crise. Mais l'on retient surtout des interventions comme celle d'Éric Zemmour ou d'autres hommes blancs issus de pays riches, éprouvant un mal-être identitaire. Et puis une crise, si on revient sur cette définition, c'est le moment décisif subi de la maladie, selon le Robert, où elle peut mener à la santé ou à la mort. C'est un événement brutal, une rupture, mais aussi une évolution longue qui révèle les faiblesses d'un système. La crise, c'est la rupture de la stabilité d'un système. Alors oui, elle peut être vue de manière positive, mais dans tous ces discours sur la crise, tous ces discours semblent prendre peur de cette rupture, de la fin de la stabilité de ce système. Et parler de crise, c'est déjà avoir un point de vue sur la question, une manière de concevoir la masculinité, et le discours de crise provient plus de mouvements masculinistes que de mouvements féministes. On assiste donc à la diffusion de ce discours de crise. Mais c'est étonnant car ce sont encore des hommes qui contrôlent le plus souvent, seuls ou à la majorité, les institutions politiques, économiques, scientifiques, médiatiques, etc. Le pouvoir est surmasculinisé, pour reprendre l'expression de Christine Barr. Alors, ce discours de crise est intriguant. Car si l'on constate la réalité, c'est celle d'une domination masculine. D'autant plus que l'impact de ces discours sur la société n'est pas négligeable, au niveau médiatique, mais aussi au niveau de l'imaginaire collectif. Car les mouvements masculinistes, qui en plus d'être réactionnaires sont véritablement des mouvements identitaires, et leur rhétorique oriente la manière de concevoir la masculinité. Ainsi, Francis Dupuy-Derry, dans son ouvrage « La crise de la masculinité », met en garde contre un discours qui vise le renforcement et le maintien de la domination. Ce discours de la crise peut servir des perspectives réactionnaires qui visent au maintien de la virilité pour réaffirmer l'ordre social traditionnel de domination. Il appuie cette idée en montrant que la virilité semble être en crise de façon répétée tout au long de l'histoire. Il considère que cette récurrence de crise de la virilité dans l'histoire doit nous pousser à questionner cette conception et envisager le fait qu'il n'y ait pas de crise véritable, mais plutôt un discours de la crise, discours qui fait valoir le mal-être des hommes pour réitérer les valeurs de la virilité et justifier la dévalorisation des femmes perçues comme responsables de cette dégradation de la virilité et ainsi présenter le féminisme comme l'ennemi. Alors, pour Dupuy-Derry, cette crise est un mythe et il en fait l'autopsie pour mettre en avant la signification politique qui se cache derrière sa rhétorique de crise de la masculinité. C'est un discours, dit-il, qui est
fondamentalement misogyne, puisque ce qui est féminin, est présenté comme un problème, une menace, un élément toxique qui plonge le masculin en crise, qui le détruit et le mue en son contraire, le féminin. Il n'y a jamais eu de crise de la masculinité, mais un discours de crise qui, lui, est bien réel, persistant et régulièrement réactivé. Et la crise est donc largement autoréférentielle. C'est un narrathème, c'est-à-dire un code culturel qui vise à mobiliser et qui, en retour, produit ses propres effets en suscitant des formes de panique de genre et en favorisant la défense masculiniste de certains. Alors l'enjeu, ce qui est en jeu dans ce discours de crise, est donc politique, bien plus que psychologique, ce qui permet de penser la masculinité non pas comme étant de l'ordre du biologique ou du psychologique, mais avant tout comme une identité politique avant d'être une identité psychologique. Merci.